Cour africaine des droits de l'homme a donné raison vendredi à l'opposant et homme d'affaires béninois Sébastien Javon en estimant que l'État béninois a violé ses droits en le jugeant 2 fois dans la même affaire. Saltant pour la presse au Burundi, le Conseil national de la communication a annoncé vendredi le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de la radio britannique BBC. VOA n'est pas épargné par la mesure. En RDC, 2 foyers de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été réactivés dans l'est du pays. Après une accalmie de 3 semaines, de nouveaux cas de contamination ont été rapportés. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La Cour africaine des droits de l'homme a donné raison vendredi à l'opposant et homme d'affaires béninois Sébastien Javon en estimant que l'État béninois avait violé ses droits, notamment en le jugeant 2 fois pour la même infraction. Selon son avocat français, faut-il le rappeler, Sébastien Javon a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 20 ans de prison et un mandat d'arrêt a été émis contre lui dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne. Reportage. Condamné à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne dans son pays et actuellement en exil en France, la défense de Sébastien Javon a transmis à l'agence France Presse une copie des conclusions de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui siège à Arusha en Tanzanie. Javon a été poursuivi après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA, soit 14 millions d'euros, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés en octobre 2016. Il a nié tout trafic et estimé qu'il s'agissait d'un coup monté pour l'écarter de la vie politique. Relâché pour cette affaire par un tribunal ordinaire, il avait été jugé de nouveau par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un tribunal spécial créé fin août 2018, dont les jugements ne sont pas susceptibles d'appel. En octobre 2018, ce tribunal avait condamné Sébastien Javon à 20 ans de prison en son absence et lancé un mandat d'arrêt international contre sa personne. Dans l'exposé des motifs, la Cour estime notamment que l'État béninois a violé le droit du requérant à être jugé par une juridiction compétente et violé le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi et puni 2 fois pour les mêmes faits. Dans son arrêt vendredi, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a ordonné à l'État béninois de prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la CRIET, de manière à en effacer tous les effets et de faire rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. La Cour a aussi condamné la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour avoir violé la loi en coupant sur les IFM et Sika TV des organes de presse dont Javon est promoteur. C'est une décision contraignante car le Bénin s'est engagé à respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et s'expose à des sanctions de l'Union africaine si il ne les respecte pas, a souligné Maître Ben Simon, avocat de Sébastien Javon. Je suis soulagé de voir enfin aujourd'hui mes droits pleinement reconnus, a réagi Sébastien Javon, interrogé par l'agence France Presse. La Cour d'Arusha a montré que la justice béninoise a violé mes droits les plus fondamentaux et condamné en tout point la CRIET, cette juridiction d'exception créée de toutes pièces pour m'abattre, s'est-il félicité. En RDC, 2 foyers de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été réactivés dans l'est du pays. Après une accalmie de 3 semaines, de nouveaux cas de contamination ont été apportés dans les zones sanitaires de Béni et de Oicha dans la province du Nord Kivu. Reportage. La République démocratique du Congo renoue avec l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. 2 différents foyers de la maladie ont été réactivés dans le pays depuis le 20 mars, notamment à Béni et Ouacha, 2 villes de la province du Nord Kivu. À l'origine de cette situation, la mobilité de la population qui voyage fréquemment d'une zone à une autre. Précisément, le foyer de Béni, qui n'avait enregistré aucun nouveau cas confirmé entre le 21 février et le 20 mars 2019, a été réactivé après qu'une personne contaminée par le virus Ebola venant de Biakato Mine se soit déplacée à Béni pour se faire soigner.
Depuis le déclenchement de la deuxième épidémie d'Ebola en RDC le 1er août 2018, 1044 cas ont été confirmés et 652 décès enregistrés, tandis que 325 personnes ont été guéries de la maladie d'après les autorités. Mi-mars, l'Organisation mondiale de la santé avait prévenu qu'en finir avec cette épidémie en RDC prendrait encore 6 mois, mais avait mis en garde contre une aggravation de l'insécurité. Pour rappel, la maladie à virus Ebola apparue pour la première fois en 1976 est une maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut atteindre 90%. L'être humain s'infecte par contact soit des animaux infectés, soit avec des liquides biologiques de personnes infectées. Au Tchad, plusieurs associations ont dénoncé jeudi la censure des réseaux sociaux, une mesure qui dure déjà plus d'1 an après la décision du gouvernement de couper les médias sociaux, dont Facebook, Twitter et WhatsApp, pour des raisons sécuritaires. Reportage. Cela fait 1 an jour pour jour que les réseaux sociaux sont bloqués au Tchad. Une situation déplorée par l'association Internet sans frontières qui réclame avec plusieurs autres associations et avocats tchadiens la levée de cette restriction. Elles exhortent le gouvernement tchadien à mettre fin à une mesure de censure qui viole le droit à la libre expression et entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne. Fin mars 2018, les principaux réseaux sociaux du pays étaient devenus inaccessibles au moment où un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président du Tchad. Fin août dernier, un collectif d'avocats avait porté plainte contre les 2 principales compagnies de téléphonie mobile du pays, Airtel et Tigo, qu'ils poursuivent pour avoir bloqué l'accès aux réseaux sociaux. La justice tchadienne avait rejeté en octobre la plainte déposée par le collectif, la jugeant non fondée. Jeudi dernier, cette décision a été confirmée par la cour d'appel de N'Djamena. L'accès aux réseaux sociaux est toutefois toujours possible au Tchad, en passant par les réseaux privés virtuels VPN. Il faut dire que dans le pays, le pourcentage de Tchadiens ayant accès à Internet n'excède pas 5%. 25 ans déjà que le génocide est survenu au Rwanda, un drame au cours duquel au moins 800 000 personnes, principalement des Tutsis minoritaires et des Hutus modérés, ont été tués en 100 jours de tuerie. Alors que le pays s'apprête à commémorer cet anniversaire, le chef de la Commission nationale de lutte contre le génocide déclare que le pays, le plus grand défi du moins ces dernières décennies, a été la reconstruction de l'unité nationale. On l'écoute. Lors de ces 25 dernières années, le grand souci ou le grand défi du Rwanda a été la reconstruction de l'unité nationale. Parce que lorsque un génocide est commis, un génocide, c'est une extermination d'une catégorie, d'une composante de la population, en l'occurrence les Tutsis. Donc cet acte-là, cet acte meurtrier, brise profondément l'unité du pays. Donc, il a été question pendant les 25 dernières années de ramener tous les Rwandais à comprendre que nous partageons un même pays, les mêmes droits. Et donc, la construction d'un État de droit était un défi essentiel et capital sur lequel le Rwanda a travaillé ces 25 dernières années. Étant donné que le génocide a emporté plus d'1 million de victimes, nous avons dénombré en 2002 1 074 017 personnes. Ça, c'est le chiffre qu'on a dénombré en 2000 et qui ont été punis en 2002. Mais nous pensons qu'ils vont au-delà. Parce qu'il y a des victimes qu'on n'a pas pu savoir où ils ont été jetés. Et donc, ce défi de justice était aussi un défi considérable. La réconciliation a franchi des pas très importants. Des pas très importants parce que, d'abord, vous voyez, le pays est un pays entièrement pacifié, où la population a confiance aux autorités du pays, en ses gouvernants. Là, c'est un pas très important. Et la population, maintenant, ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir poursuivre ici le chemin du progrès. Au Burundi, le Conseil national de la communication a annoncé vendredi le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de la radio britannique BBC. Cette annonce intervient près d'1 année après la suspension de la diffusion FM de cette chaîne dans le pays. Quant à la radio américaine VOA, qui était suspendue depuis la même période, sa suspension a été prolongée jusqu'à nouvel ordre.
La radio britannique BBC, définitivement indésirable au Burundi. Initialement suspendue pour 6 mois le 4 mai 2018 pour manquement à la loi régissant la presse et à la déontologie, cette radio qui n'avait pas pu reprendre sa diffusion à l'expiration de sa sanction s'est finalement vue retirer son autorisation d'exploitation de manière définitive par le Conseil national de la communication. L'autorisation d'exploitation de la station de la radio British Broadcasting Corporation BBC est retirée. Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national du Burundi de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la radio BBC. Le Conseil national de la communication du Burundi prolonge par ailleurs jusqu'à nouvel ordre la suspension de la radio américaine Voice of America, accusée des mêmes faits et suspendue depuis la même période. BBC est accusée de n'avoir pas tenu sa promesse de respecter les principes d'équilibre de l'information et de vérification rigoureuse des sources et d'avoir diffusé un documentaire qui, selon le Conseil national de la communication, s'est avéré être un montage mensonger, calomnieux et accablant pour le Burundi. De son côté, VOA est de nouveau sanctionné pour travailler avec un journaliste burundais accusé par le pouvoir d'avoir participé au putsch manqué de mai 2015. Le 9 avril prochain, les présidents américains et égyptiens ont rendez-vous à la Maison-Blanche. Les échanges entre les deux personnalités devraient porter notamment sur la coopération militaire, économique et antiterroriste entre le Caire et Washington. Reportage. 2 années après leur premier tête-à-tête à la Maison-Blanche, les présidents américains et égyptiens se donnent rendez-vous le 9 avril prochain pour un nouvel exercice. Donald Trump et Abdel Fattah al-Sisi vont évoquer la coopération militaire, économique et antiterroriste entre leurs pays. Ils aborderont aussi les conflits en cours et le rôle de pilier de la stabilité régionale que joue l'Égypte depuis quelques années. Allié stratégique de longue date de Washington, l'Égypte bénéficie chaque année d'une aide militaire américaine d'environ 1,3 milliard de dollars. Je veux que tout le monde sache que nous sommes clairement derrière le président Sisi. Il a fait un travail fantastique dans un contexte très difficile, avait déclaré le président américain alors qu'il recevait pour la première fois il y a 2 ans son homologue Sisi, tournant ainsi ostensiblement la page des critiques de l'administration Obama sur les droits de l'homme. La Maison-Blanche avait en particulier salué les efforts courageux du président égyptien pour promouvoir la conception modérée de l'islam. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.